Bienvenue dans Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Aujourd'hui, nous abordons la question du sommeil avec Aline, 78 ans, qui nous parle de son expérience avec la fibromyalgie, et Sandra van den Broeke, pneumologue et somnologue au réseau hospitalier neuchâtelois. Sandra et Aline échangent sur l'influence de la douleur sur le sommeil et sur les différentes stratégies pour améliorer son sommeil lorsque l'on vit avec une maladie rhumatismale. Bonne écoute. Alors bonjour Aline, bonjour Sandra, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet enregistrement. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, bien. Aujourd'hui bien ? Oui, aujourd'hui... Et vous Sandra ? Très bien, merci. Sandra, vous êtes une experte du sommeil, notre sujet du jour. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur vos activités ? Alors, je suis pneumologue et puis ensuite spécialisée en médecine du sommeil. Moi, je dirige le centre de médecine du sommeil de l'hôpital à Neuchâtel, du réseau hospitalier neuchâtelois. Et je travaille également au centre d'investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV. Et plus spécifiquement, je m'occupe d'une consultation de troubles du sommeil pour les patients qui ont des douleurs articulaires et des troubles de l'hypermobilité. Aline, vous allez nous parler de votre expérience avec la fibromyalgie et le sommeil. Mais déjà, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis retraitée depuis environ 20 ans. J'ai pris une retraite anticipée à cause de la fibromyalgie. Alors, j'étais psychologue, psychothérapeute aux écoles, en privé. Aline, cette fibromyalgie a été diagnostiquée il y a 20 ans. Quels étaient les premiers symptômes pour vous ? Alors, c'était suite à une chute en ski, mais pas grave. Une chute pas grave. Et puis alors, ça a flambé tout de suite. Des douleurs épouvantables. Mais rien de cassé. On a fait des radios, rien de cassé. Donc, j'étais évidemment chez le généraliste. Puis après, il m'a envoyé chez le rhumatologue. Et ça a été diagnostiqué assez vite. Et j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance d'un certain côté. Les symptômes, ils ressemblaient à quoi au début ? Qu'est-ce qui vous alertait ? Qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps ? Des douleurs hyper aiguës, partout. Voilà, les muscles. Moi, je disais que c'était les muscles. Puis après, c'est le mot qui revient, l'histoire de l'inflammation. Et comment lutter aujourd'hui ? Comment lutter contre l'inflammation ? Le sommeil, c'est notre sujet du jour. Sandra, un bon sommeil ou un mauvais sommeil, comment est-ce qu'on définit ça ? Alors, un bon sommeil, ça va être un sommeil qui va nous permettre de fonctionner correctement, c'est-à-dire de ne pas ressentir de la fatigue ou de la somnolence pendant la journée. Et du coup, ça nécessite d'avoir un sommeil à la fois qualitatif et à la fois une quantité de sommeil suffisante. Au niveau de la quantité, est-ce qu'on a besoin d'avoir un nombre d'heures minimum ? Oui, et ça, il y a une très grande variabilité interindividuelle. Quant aux besoins de sommeil, on sait que la majorité de la population a plus ou moins besoin de 7-8 heures de sommeil par nuit. Et puis, il y a des petits dormeurs qui ont 6 heures de sommeil par nuit et qui fonctionnent correctement le lendemain sans plainte de fatigue et de somnolence. Et il y a des plus gros dormeurs avec plus de 8 heures de sommeil par nuit, moins de 10-12 heures généralement, pour qui c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner dans la société actuelle. Et ça, ce besoin de sommeil, il est incompressible. C'est un besoin qui est programmé au niveau génétique et on ne peut pas s'y soustraire quelque part. Et le corps, il réagit comment quand on manque de sommeil ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc qu'il s'agisse d'une dette de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité avec une architecture de sommeil perturbée, que ce soit à cause de facteurs intrinsèques comme les maladies du sommeil ou de facteurs externes comme les douleurs qui vont nous intéresser aujourd'hui. La dette de sommeil, elle a des conséquences multiples. On peut avoir des troubles de la concentration, on peut avoir de l'apathie, des symptômes dépressifs, plus de maladies cardiovasculaires. On sait que moins de 6 heures par nuit de manière régulière est associé à un surcroît de mortalité cardiovasculaire. Et il y a en cas de dette de sommeil, on sait qu'il y a une augmentation de la sensibilité à la douleur, avec un seuil de la douleur également qui se modifie. Donc vraiment, le sommeil, il a un rôle très important dans la régulation du fonctionnement la journée, de la régulation de la douleur, et puis sur le plus long terme, sur les morbimortalités des gens. Aline, quand vous avez appris que vous viviez avec une fibromyalgie, comment est-ce que vous dormiez au début ? Comment étaient vos nuits ? Très mal, très mal. Les nuits entrecoupées, je me levais, mais très mal. Ouais. Ça veut dire manque de sommeil, des douleurs pendant la nuit ?
Tout à fait. Alors, c'était des douleurs la nuit, le jour. Hein. C'était sérieux. Sandra, est-ce que de votre expérience, vous remarquez que les personnes souffrant de rhumatisme, elles dorment moins bien que les autres? Est-ce qu'elles ont besoin de davantage d'heures de sommeil? Alors, on sait qu'entre la douleur et le sommeil, il y a vraiment un lien qui est bidirectionnel et c'est vraiment un cercle vicieux. Et ça, c'est vrai pour toutes les affections rhumatismales et finalement toutes les douleurs chroniques. On sait que chez les patients souffrant de douleurs chroniques, plus de 2/3 vont se plaindre de troubles du sommeil. On sait que la douleur va altérer le sommeil avec un endormissement plus long, une efficacité du sommeil qui est moins bonne, plus de sommeil léger, un sommeil qui est beaucoup plus fragmenté. Et on sait également qu'un mauvais sommeil va accentuer la douleur, parce que le sommeil profond, qui est le sommeil récupérateur, a plutôt un effet antalgique. Et on sait que si on a un sommeil plus léger et plus fragmenté, et un sommeil de mauvaise qualité, la douleur le lendemain va être ressentie de manière plus intense. On sait qu'une privation de sommeil, bien, ça diminue la tolérance à la douleur, ça diminue le seuil de la douleur, ça augmente la sensibilité à la douleur au niveau central et périphérique. Donc il y a vraiment un lien qui est bidirectionnel, d'où l'importance d'avoir une approche globale, c'est vraiment important. On dit souvent, plus j'ai mal, moins je dors, plus j'ai mal. Ce qui résume finalement assez bien la situation, avec vraiment, on ne sait plus par quelle boule prendre, ce qui nécessite effectivement cette prise en charge globale. Mais chez tous les malades douloureux chroniques, il y a la fatigue qui est présente. Et un point qui va être important, mais peut-être qu'on y reviendra dans la suite, c'est vraiment pas négliger ce symptôme et puis ne pas toujours remettre sur l'affection rhumatismale. La douleur, la fatigue sont parfois des symptômes clés dans les maladies chroniques et puis dans les affections rhumatismales. Mais il y a d'autres causes à la fatigue et il faut pouvoir aussi les exclure pour pouvoir atténuer parfois une certaine forme de fatigue avant d'agir sur la maladie de fond. Alors moi, j'étais plus fatiguée, c'était une perte d'énergie, que déprimée. Je me sentais pas déprimée. On m'avait donné des antidépresseurs à un moment, mais je me sentais pas déprimée. Oui, vraiment. C'était une perte d'énergie. Alors, manque de concentration, évidemment, le travail très compliqué. Et c'est encore pire quand il y a des symptômes dépressifs ou de l'anxiété ou du stress qui se surajoutent. Ça accentue encore ce sentiment de fatigue et de douleur. Mais c'est vrai que c'est pas systématique. Parfois, certains antidépresseurs sont aussi donnés pour leurs propriétés antidouleurs aussi. Oui, donc j'ai pris le premier antidépresseur que j'ai arrêté. On m'a donné un autre qui me permettait de suivre la route, j'imagine. Hein. Ça a beaucoup eu d'influence sur votre quotidien. Au début, c'est cet enchaînement de manque de sommeil et de douleur. Vous avez dit qu'aussi pour le travail, c'était un problème? J'ai dû arrêter de travailler à 55 ans, oui. C'est-à-dire que tout était devenu très difficile, puisque c'était accompagné de... Il y avait peu de répit. J'ai un souvenir, en période de crise, il y avait peu de répit. Et les solutions qui se sont mises en place progressivement, c'était quoi pour vous, Aline? Oui, alors les soins, c'était beaucoup d'approches, ce qu'on appelle complémentaires, hein, médecine complémentaire. Ça m'a permis vraiment de tenir la route, plus l'alimentation. Alors ça a été la pierre de base, l'alimentation. Quoi d'autre? C'était tout ce qui concernait les traditions, les différentes traditions. Alors, j'étais vers le judaïsme, vers l'acupuncture chinoise, vers l'ayurveda indienne. Et de chaque chose, j'en ai tiré vraiment beaucoup de bénéfices. Vous parlez aussi de physiothérapie, Ah oui, bien sûr, oui. Il y a eu de la physiothérapie. Mais la physiothérapie... ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 20 années, j'ai l'impression d'avoir parcouru la politique des soignants qui évolue. Donc, un exemple en physiothérapie, j'ai l'impression d'avoir appris que
lors de crises, on a tendance à se rétracter et à ne pas bouger, alors que la nouvelle politique, c'est d'aller en dessous du seuil de la douleur, mais d'essayer à chaque fois un peu plus. Et j'expérimente que ça marche, qu'on peut faire un peu plus, alors que mentalement, on est dans une situation de peur, de pas stupidement vouloir être confronté à la douleur. Donc on fonctionne en dessous. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente maintenant. C'est très, très intéressant. Donc ça, c'est par rapport au mouvement et à la douleur. Et vous m'aviez dit aussi que vous aviez changé votre alimentation, c'est juste ? Ah oui, alors ça a été la première arme, l'alimentation. Et on a beaucoup insisté, enfin la personne, c'est un acupresseur, il a beaucoup insisté sur l'alimentation. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? Voilà, j'étais suivie à la trace. Alors, ça lui a permis de dire, faut supprimer le sucre, faut supprimer les produits de vache, le lait de vache, faut supprimer le gluten. C'est-à-dire, on a essayé d'aborder le problème inflammatoire, j'avais pas le mot à l'époque, de différentes façons. Le mot inflammation m'avait pas été donné, mais c'était ça. Et effectivement, avec le sucre, on fait exploser l'inflammation. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et on pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil, parce que le sommeil de qualité est un modulateur de l'inflammation. Donc on pense que s'il est altéré, eh bien ça pourrait intensifier un petit peu, par exemple, le ressenti de la douleur, etc. Même si il y a encore beaucoup à faire, je dirais, dans le domaine et dans les études à ce niveau-là. Aline, ça a pris combien de temps pour que votre sommeil s'améliore peu à peu ? Difficile de dire. Sur 20 ans, honnêtement, je ne me souviens plus. C'est progressif. Oui, ça se met en place. Progressif, oui. Ouais. Et puis maintenant, je peux dire que ça va très bien. C'est fou, hein, de dire ça va très bien. Même la fibro va très bien. Enfin, oui. Sandra, les facteurs qui influencent notre sommeil sont multiples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents éléments qui peuvent peut-être le détériorer ? Alors, le sommeil de mauvaise qualité, donc qui va nous empêcher de fonctionner correctement et puis nous faire finalement nous plaindre de fatigue ou consulter pour de la fatigue ou de la somnolence, sont multiples. Je dirais que d'une part, il y a les facteurs intrinsèques, les maladies du sommeil, qui sont finalement plus fréquentes dans les affections rhumatismales, mais qui existent dans la population générale. Ça va être l'insomnie, qui est très fréquente dans les douleurs chroniques, les troubles respiratoires nocturnes comme l'apnée du sommeil qui est plus connue du grand public, le syndrome des jambes sans repos, d'autres troubles moteurs, etc. Donc toutes des maladies du sommeil, il en existe 6 grandes familles, qui vont altérer l'architecture du sommeil, le fragmenter et faire en sorte que malgré une quantité suffisante de sommeil, il ne soit pas efficace et réparateur. Et les deuxièmes perturbateurs, ça va être les facteurs que je dirais plutôt extrinsèques. Et là, ça peut être l'environnement extérieur trop bruyant, ça peut être le partenaire ou la famille qui réveille pendant la nuit, ça peut être les douleurs, tout ce qui finalement n'est pas lié directement à la structure du sommeil, mais qui va engendrer plusieurs réveils nocturnes, un sommeil plus superficiel et plus léger. Et donc, pour nous, quand il y a des plaintes de troubles du sommeil dans les douleurs chroniques, il va être très important d'avoir une approche finalement étape par étape. Force est de constater, après, à force de voir des patients qui souffrent de douleurs chroniques, que c'est très souvent, trop souvent remis systématiquement sur leur affection, que ce soit la fibromyalgie ou d'autres maladies rhumatismales. On sait que la douleur et la fatigue, c'est fréquent, mais on va banaliser la fatigue, on va dire ça fait partie du tableau de l'affection rhumatismale. Or, j'explique souvent aux patients que oui, il y a une partie de la fatigue qui est probablement liée à ça et qu'on va avoir de la peine à enlever complètement la fatigue, qui accessoirement est un sentiment un peu normal aussi. Mais par contre, on doit identifier les différents facteurs de fatigue et s'il y a des causes réversibles à la fatigue, comme le sont les maladies du sommeil, pour lesquelles il y a des traitements, eh bien c'est déjà en fait une partie de fatigue qu'on peut exclure. Et s'il n'y a pas de maladie du sommeil concomitante, là, dans le cadre de la douleur chronique, cette approche globale du sommeil est très importante parce qu'on va devoir, comme vous le disiez pour l'alimentation, avoir vraiment un regard très pointu sur l'hygiène de vie, l'hygiène de sommeil, la routine, la régularité des horaires de sommeil qui peuvent avoir un impact sur le ressenti de la douleur.
Et dans la globalité, autour de ces questions du sommeil, il y a les questions autour de l'aspect physique et des symptômes physiques, et il y a aussi une grande partie autour de la santé mentale. Quel est le rôle de la santé mentale pour le sommeil ? Tout comme douleur et sommeil, santé mentale et sommeil, c'est aussi très intimement lié. On sait que les maladies psychiques peuvent induire des troubles du sommeil. À la fois, on sait que les troubles du sommeil, la dette de sommeil peut induire des sentiments d'apathie, des symptômes dépressifs, etc., etc. Donc c'est clair que si à la douleur, à la fatigue se surajoutent, je dirais, des symptômes d'anxiété, de stress, de déprime, etc., et bien c'est quelque chose qui va encore accroître tant la douleur que la fatigue. Et donc effectivement, un suivi, une bonne hygiène de vie, eh bien, c'est vrai que c'est la clé, avec une prise en charge de santé mentale en parallèle, surtout que ces patients sont souvent dans l'errance thérapeutique aussi. Heureusement, dans votre cas, Aline, manifestement, le diagnostic, il a été posé vite, mais souvent, il y a une errance thérapeutique assez longue, et donc un soutien psychologique à côté, c'est vraiment important. Aline, vous avez eu un soutien psychologique, c'est juste ? Alors, exact. Très, très longtemps. Et pourquoi aussi longtemps ? Parce qu'en fait, il y a eu des silences familiaux et des silences sociétaux. Alors, c'est vrai que c'est un chemin personnel, parce que après, on découvre, on ouvre les yeux sur certaines choses, certains écrits. Et alors, les portes s'ouvrent petit à petit. Alors, on ouvre une porte, on fait un pas en avant, comme je vous disais, on en fait 3 en arrière. Qu'est-ce qui va se passer si on ouvre un peu plus la porte ? Eh bien, finalement, c'est mieux d'ouvrir les portes. Et après, c'est la liberté. Donc moi, je veux dire maintenant, c'est la liberté. Alors, je peux dire bravo au psy qui a duré de nombreuses années. Sandra, si l'on remarque que notre sommeil n'est pas réparateur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au début pour améliorer notre sommeil ? Je dirais dans la population générale, mais encore plus dans les populations qui ressentent de la douleur chronique, se sentir légitime déjà de parler de cette fatigue et puis éventuellement de consulter pour, comme je le disais, exclure d'autres causes que l'affection rhumatismale à la fatigue. Et parce que s'il y a des troubles du sommeil concomitants, ce qui est extrêmement fréquent et qu'il ne faut pas banaliser, il y a des traitements spécifiques pour ça. Ensuite, la douleur, elle peut avoir ce défaut de générer aussi des troubles du sommeil. Comme je le disais, ça déstructure le sommeil, mais ça peut aussi créer de mauvaises habitudes. On va mal dormir la nuit, on va dormir de longues périodes la journée, ce qui va alors perturber le rythme veille-sommeil. Et dans un contexte de pathologie chronique et de douleur chronique, il va être très important de recréer un bon environnement de sommeil, ce qu'on appelle une bonne routine, une bonne hygiène de sommeil, avec des horaires de sommeil le plus réguliers possible, une routine de relaxation et d'apaisement avant d'aller au lit. S'il y a de l'insomnie concomitante, consultez pour ça parce qu'il y a des approches non pharmacologiques à la prise en charge de l'insomnie. Éviter les siestes prolongées. On ne sait pas très bien le bénéfice de la sieste dans les affections rhumatismales. Il y a peu d'études, mais les rares études qu'il y a sont très contradictoires. Il y a une étude dans la fibromyalgie justement qui disait que les siestes accentuaient les douleurs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours avoir un environnement de sommeil propice, des horaires de sommeil réguliers qui correspondent à nos besoins. Et s'il faut faire des siestes, ce qu'on conseille généralement aux gens, c'est d'effectuer ce qu'on appelle des turbo-siestes, des siestes de moins de 30 minutes avant 14-15 heures pour ne pas avoir en fait un effet délétère sur la qualité de sommeil de la nuit qui est notre période de sommeil principale, et vraiment de se créer un environnement propice au sommeil. Autre point important, c'est que le lit, et ça c'est vrai que c'est très important à mentionner dans les douleurs chroniques, c'est l'endroit où on dort. C'est pas un endroit où on va calmer des douleurs, etc. Sinon, on commence à générer de manière un peu tacite une frustration des patients parce qu'on passe beaucoup de temps dans son lit, beaucoup plus que pour dormir. Et donc en théorie, on passe le temps dans notre lit, c'est pour dormir, en tout cas une efficacité de sommeil de au moins 80-85%. Et donc si on a besoin d'un repos physique, idéalement ce serait un autre endroit pour le faire, si ce n'est pas pour dormir. Est-ce qu'on peut s'entraîner à avoir un bon sommeil ?
Alors, je pense que c'est pas facile du tout de changer ses habitudes, surtout quand la douleur, elle a pris le pas, que comme vous le disiez, on doit arrêter son activité parfois professionnelle en lien avec ces douleurs. Du coup, on perd cette rythmicité qu'on peut avoir quand on travaille avec une journée qui est plus structurée. Si on est la journée à la maison, c'est très difficile de garder un rythme et une routine très cadrée. C'est parfois très tentant d'aller dans le canapé toute l'après-midi ou au lit toute l'après-midi. Et je pense que c'est très difficile d'avoir un bon environnement de sommeil et une bonne hygiène de sommeil. Et c'est beaucoup plus compliqué que l'approche pharmacologique. C'est beaucoup plus compliqué de changer ses habitudes de vie que de prendre un médicament, mais ce sera beaucoup plus efficace pourtant. Aline, trouver des solutions sur les 20 dernières années, ça a été un grand travail pour vous. Comment est-ce que vous avez fait pour garder l'espoir et la force de continuer de chercher ces solutions ? Honnêtement, je ne sais pas. Non, je pense que le soutien extérieur, mais on n'en parlait pas de cette fibromyalgie, mais je veux dire, la solidité de l'environnement dans la vie de tous les jours. Je pense que c'était très important, essentiel, probablement, ouais. Sandra, combien de temps ça prend généralement dans vos suivis avec vos patients et patientes pour retrouver un bon sommeil ? Alors ça, c'est extrêmement variable, je dirais. Tout dépend un petit peu aussi à la fois de ce qu'on identifie comme pathologie du sommeil ou comme facteur déstructurant le sommeil, et à la fois de la volonté ou de la possibilité d'effectuer des changements de la part des patients. À partir du moment où c'est plus compliqué qu'une approche pharmacologique qui est aujourd'hui vraiment décrite comme étant et ça c'est vraiment important de le dire comme finalement une option de dernière intention pour les troubles du sommeil, je dirais qu'on ne change pas des habitudes ou qu'on n'implémente pas de nouvelles habitudes de sommeil en quelques jours. Et donc généralement ça va de plusieurs mois à quelques années dépendant de la gravité de la situation. Mais en ce qui concerne les maladies du sommeil concomitantes aux douleurs chroniques, il y a des prises en charge cognitives et comportementales ou des approches spécifiques des troubles du sommeil qui existent et qui sont efficaces et qui permettent au moins de réverser une partie de la fatigue, même si malheureusement il y a une partie de la fatigue qui va rester imputée aux affections rhumatismales. Une dernière question pour la route. Changer de lit, est-ce que ça peut faire une grande différence ? Alors, en termes de qualité du sommeil, les études sont assez contradictoires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une amélioration de la qualité de sommeil subjective, mais si on enregistre le sommeil, il y a peu de différence. En revanche, dans le cadre des douleurs chroniques, je pense que ça permettrait éventuellement de gérer le facteur externe de perturbation du sommeil qu'est la douleur. Et donc, des patients qui auraient une literie inconfortable avec des douleurs encore plus accentuées, là, effectivement, ça a un sens, mais plus dans le contexte de la gestion de la douleur que dans la visée d'amélioration de la qualité du sommeil. Parce qu'il faut un matelas, bien sûr, ou un oreiller dans lequel on est confortable et qui ne va pas générer plus de douleur, mais c'est tout. Aline, vous avez changé, vous, de matelas ? Oui, mais c'était pas du tout par rapport à la fibro. Le matelas était vieux. Un heureux hasard, alors. Heureux hasard. On arrive gentiment à la fin de cet enregistrement. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin ? Déjà, Aline, un mot à passer à d'autres personnes touchées par la maladie ? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a énormément d'espoir, énormément de choses à faire et qu'il ne faut pas laisser tomber. Et que si une piste ne convient pas, il y en a plein d'autres. Et il faut absolument trouver des personnes avec qui on peut échanger dans des groupes de parole, comme ça existe. Et ça donne des idées, et ça renforce, et ça fait du bien. Et vous, Sandra, un mot de la fin ? Je dirais qu'il faut oser parler de la fatigue et de la somnolence. C'est pas bien connu des soignants. Et c'est parfois banalisé par les patients qui ne se sentent peut-être pas légitimes d'en parler. Mais dans les douleurs chroniques, il y a énormément de troubles du sommeil concomitants, au-delà de la fatigue uniquement attribuée, entre guillemets, à la douleur. Et qu'il faut donc, dans ce cas-là, pas hésiter à consulter pour exclure des facteurs réversibles à la fatigue. Et si, effectivement, c'est fait et qu'il n'y a pas de maladie du sommeil stricto sensu à traiter, pouvoir avoir des conseils de gestion de son sommeil et d'approche globale avec l'affection rhumatismale qui génère de la douleur.
Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. Merci. Et une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté ce 12e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, une série de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Nous nous retrouvons bientôt pour le prochain épisode, mais d'ici là, si vous pensez que votre histoire peut aider d'autres personnes vivant avec des rhumatismes et que vous voulez témoigner dans ce podcast, écrivez-nous à info@rhumaliga.ch. Nous nous réjouissons de vous lire. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en laissant une note sur Spotify ou sur les autres plateformes d'écoute.